Allez, on démarre pour cette table ronde qui s'intitule « Quelles sont les conditions de succès de l'électrification de l'autopartage ?» avec nous 4 personnes pour partager leurs expériences. Mathilde Dieudonna, qui est donc chargée de mission électromobilité à Grenoble-Alpes Métropole. Damien Adam, député de la première circonscription de Seine-Maritime. Jérôme Vifredo, directeur adjoint mobilité durable à la métropole de Nice-Côte d'Azur. Et Quentin Fournier, chargé de mission véhicules légers et mobilité partagée à sein de l'association AVER. 4 intervenants. Je vous propose lors de cette table ronde d'échanger au cours de 4 temps. Le premier temps, ce sera un temps autour de la perception de la mobilité électrique. On fera un second temps autour des approches locales. On parlera ensuite des infrastructures de recharge. Et enfin, on finira par échanger autour des obligations réglementaires de transformation du parc automobile. Concernant donc la perception de la mobilité électrique, Quentin Fournier à l'AVER, vous faites régulièrement des enquêtes qui concernent la perception des Français autour de ce sujet-là. Vous en sortez une prochainement, ou là je crois dans les prochains jours. Quelles sont les informations principales que vous retirez de cette étude ? Bon, déjà, bonjour à toutes et à tous, et merci pour cette invitation. Donc effectivement, l'AVER France publie régulièrement 2 types d'enquêtes. Une première, donc celle à laquelle vous faites référence, un baromètre de la mobilité électrique, donc sur la perception qu'ont les Français de la mobilité électrique, et également une enquête sur les utilisateurs de véhicules électriques. Quand on met en regard ces 2 enquêtes, je dirais qu'il y a 2 grands enjeux qu'on peut identifier et qui sont à adresser pour faciliter le passage à la mobilité électrique. Le premier, c'est le sujet de l'information et quelque part même l'acculturation aux véhicules électriques. Dans les résultats qu'on a observés, on a un doublement du degré de connaissance sur le véhicule électrique en 10 ans, sur différents items qu'on a testés comme l'autonomie, l'impact environnemental ou la recharge. Mais même si ce degré de connaissance progresse, il reste néanmoins partiel, puisqu'on atteint tout juste la moyenne. On oscille entre 40 et 50% sur ces différents items en termes de degré de connaissance. Donc ça se ressent également sur les freins qui sont identifiés par les Français pour passer à l'électrique. Et le premier, et je pense que ça ne surprendra personne, c'est l'autonomie pour un Français sur 2. Néanmoins, et je pense que c'est important de le dire, ces freins qui sont identifiés, ils ont tendance à diminuer dans le temps. Alors c'est très lent, mais au fur et à mesure que l'information progresse et que le nombre de véhicules électriques en circulation progresse, on a une réduction de en tout cas de la perception de ces freins. Néanmoins, pour tous ceux qui sont passés à l'électrique, on a un taux de satisfaction qui est aux alentours de 90-93%. Donc quelque part, essayer le véhicule électrique, c'est l'adopter. Néanmoins, une fois qu'on passe à l'électrique, le deuxième grand enjeu, il me semble, c'est celui de l'expérience utilisateur et de la qualité de service. Et là, c'est peut-être là où le bas blesse, malheureusement. On a un taux de satisfaction sur les bornes de recharge ouvertes au public qui est de seulement 47%, ce qui est très insatisfaisant. Et donc c'est vraiment un enjeu extrêmement important à adresser. Et peut-être une dernière donnée intéressante, lorsqu'on demande aux Français quelles sont leurs attentes vis-à-vis des collectivités, un Français sur 2 répond la mise en place d'un service d'autopartage. Donc c'est une donnée pareil qui est en progression. Ce qui probablement montre un changement du rapport à la possession d'un véhicule individuel. C'est vrai que sur la recharge, Renault, la première génération Zoé, avait étudié les comportements de recharge, et c'est vrai qu'au départ, les gens rechargeaient tous les jours leur véhicule, et ils se rendaient compte que c'était inutile et qu'il y avait suffisamment d'autonomie, et au final, ils rechargeaient plus qu'une fois par semaine, et il y avait une confiance comme ça qui se construisait avec le véhicule dans le temps. Damien Adam, vous êtes député, donc c'est votre 2e mandat, ça fait un moment que vous intéressez à ces sujets de mobilité. Qu'est-ce que vous inspire les propos de Quentin Fournier de l'AVER ? Merci beaucoup. Bonjour à tous et tous. Effectivement, merci pour l'invitation. Alors,
Ce que ça m'inspire, je vais un peu rebondir sur ce que vous disiez sur la Renault Zoé, parce que quelque part, il faut mesurer le chemin qui a été parcouru en quelques temps. En 2013, quand la Renault Zoé, on va dire avec la Nissan Leaf, les premiers véhicules grand public à prix acceptable, complètement électriques à batterie, on était sur une autonomie de 100-200 km réels. Après, il y a eu la Z2 50, qui est la génération de Zoé qui est arrivée en 2017-2018, où là, on a atteint un nouveau plancher, un nouveau plafond de 400 km d'autonomie WLTP. Et déjà, on a bien vu que ça avait débloqué chez beaucoup de personnes de se dire ah bah, je peux véritablement remplacer mon véhicule du segment B, type Clio ou 208, par un équivalent électrique avec la Renault Zoé, parce que ça correspond bien à mes usages et j'aurais besoin de me recharger une fois par semaine ou une fois tous les 10 jours par rapport à l'usage moyen des Français qui, pour le rappel, est autour de 30 à 40 km maximum par jour. Et là, on a, en cette année 2024, on atteint un nouveau plafond qui est plutôt le 600 km. Si on prend la Renault Scénic électrique qui vient de sortir ou la Peugeot i3008, comme ça je suis complètement... C'est ce que vous n'êtes pas financé par les constructeurs français? Non, mais je vous donne deux exemples en tout cas de véhicules qui sortent cette année et qui sont là, et on atteint encore un nouveau plafond. Et quand moi je peux vous dire que quand je discute avec mes collègues députés ou avec des citoyens sur le fait que maintenant les véhicules c'est plutôt 600 km, ça veut dire évidemment 400 sur autoroute, mais malgré tout c'est quand même une augmentation très forte, la range anxiety comme on l'appelle, elle se déconstruit progressivement. Et ce qui fait qu'aujourd'hui le problème c'est plus tellement le véhicule, c'est tout le reste. Et notamment effectivement les infrastructures de recharge qui créent une situation un peu angoissante, avec encore des choses qui sont certainement objectivement à travailler, mais des choses qui n'existent plus vraiment. Si vous voulez, moi, dans les bornes de recharge, je trouve qu'il y a 3 segments. Il y a le segment autoroute, et là, pour le coup, par la puissance publique, on a fait en sorte que toutes les aires de service de ce pays soient équipées, et on est le pays le plus équipé sur les aires de service en bornes de recharge ultra rapides. Ensuite, il y a les routes départementales et les routes nationales, où là, on a encore des efforts à faire, mais il y a eu beaucoup d'annonces des acteurs des infrastructures de recharge, et donc ça devrait se débloquer d'ici 1 ou 2 ans. Et après, il y a la recharge en milieu très urbain. Et je voudrais par exemple reprendre l'exemple, je ne sais pas si la personne de la métropole de Rennes est dans la salle, parce que j'ai discuté avec ma collègue députée de Rennes pas plus tard que cette semaine, parce qu'elle voulait changer son véhicule de fonction pour passer à l'électrique. Elle me disait ouais, mais je peux pas me charger dans Rennes. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de borne de recharge ultra rapide dans le cœur de Rennes. Ça, c'est un élément qui peut désinciter à l'acquisition d'un véhicule électrique en me disant je ne peux pas me charger chez moi. Et comment je fais pour me recharger dans les infrastructures de la commune? Il y a des infrastructures parfois lentes, mais du rapide, ça manque, parce que si on a l'idée un peu folle parfois de faire un long trajet alors qu'on n'a que 20% de batterie, il faut qu'on puisse se charger en n'attendant pas 2 ou 3 heures. Et donc là, on a besoin de recharge rapide maillée dans le territoire. Et ça, c'est encore un des éléments sur lesquels il faut qu'on travaille. Et c'est un peu aussi ce que dit l'étude qui a été révélée en exclusivité par vous-même. D'ailleurs, l'AVER sort aussi tous les mois, je crois, un baromètre du nombre de bornes qui sont déployées sur. Et je crois que là, on était à 119 000 ou 120 000, c'est 123 000. Et du prix de la recharge également. Alors justement, Damien Adam, vous parlez d'approche concrète à Rennes. On va basculer côté Grenoble-Alpes Métropole. Comment vous agissez, vous, pour rassurer sur ces freins perçus ou réels liés à la mobilité électrique, notamment en autopartage? Alors, bonjour à tous. Donc Grenoble-Alpes Métropole s'est doté il y a quelques années d'un schéma directeur des bornes de recharge pour véhicules électriques, donc qui détermine la politique à horizon 2030 de la métropole en matière d'électromobilité, et qui a fixé un plan de déploiement des bornes de recharge. Donc la première chose qu'on va faire pour répondre à ce frein, à cette crainte concernant l'autonomie et donc la capacité de recharger, c'est donc d'augmenter le nombre de bornes de recharge sur le territoire de la métropole, à cette nuance près que la métropole considère que ce n'est pas à la collectivité, à la puissance publique d'assurer la recharge principale de l'ensemble des usagers de véhicules électriques, mais elle va installer un nombre de bornes de recharge qui correspond à un besoin dit de réassurance, de complément, d'opportunité, c'est-à-dire que les personnes, en s'arrêtant, vont en profiter pour recharger, mais ne vont pas s'arrêter pour recharger. On a dimensionné les points de charge donc pour répondre à ce besoin de réassurance, et également pour répondre aux besoins de recharge principale uniquement des personnes qui n'ont pas la possibilité de se recharger à domicile ou sur leur lieu de travail quand elles se rendent à leur travail en voiture, c'est-à-dire les personnes qui vivent en copropriété non équipées de parking. On considère que pour les logements collectifs qui sont équipés de parking, ils peuvent se recharger, même s'il y a
une certaine complexité dans l'installation des bornes de recharge sur ce type de parking, on considère que ces copropriétés peuvent s'équiper en bornes de recharge et que donc la collectivité doit jouer sa part en installant un certain nombre de points de charge, mais que le privé doit aussi jouer sa part en s'équipant quand il s'agit des copropriétés, en équipant leur parking, en équipant les parkings des entreprises pour assurer la recharge de ses salariés, donc pour les employeurs, et également les enseignes privées, type par exemple les centres commerciaux, qui ont l'obligation aussi d'installer des points de charge accessibles au public sur leur parking. Et là, je fais référence à la loi LOM qui impose qu'au 1er janvier 2025, les parkings non résidentiels de plus de 20 places soient équipés à raison d'un point de charge par tranche de 20 places. Donc voilà, c'est la première chose pour répondre à ce type de frein. Je réagis sur ce que vous disiez, monsieur le député, concernant la recharge rapide. Le choix de la métropole de Grenoble a été fait de ne pas installer de bornes de recharge rapide en voirie et en parking relais et dans les parkings en ouvrage, car on considère que la recharge rapide répond à un certain besoin qui va être plus le besoin de transit, donc des personnes qui transitent par la métropole et n'ont pas un besoin journalier ou régulier des gens, et que ce besoin-là peut être, ça peut être le secteur privé qui y répond par l'installation de stations ultra rapides, et comme ça se fait d'ailleurs de plus en plus sur le territoire de la métropole, mais en tout cas on considère que c'est pas à la collectivité de prendre en charge ce besoin-là, qui est, installer des bornes de recharge ultra rapides, c'est très coûteux. Dernière chose j'ai plusieurs choses à dire sur ce sujet, mais sur les freins, on diversifie les puissances de charge, donc sans aller sur la recharge ultra rapide, on met des bornes de recharge lente dans les zones résidentielles, donc on va être sur du 7 kW, sur du 22 kW quand on est dans des zones avec où il va y avoir davantage de recharge dites d'opportunité. Et puis on déploie également des bornes de recharge en courant continu et non plus seulement alternatif. Alors peut-être que je ne vais pas rentrer dans le jargon. Alors, justement, on aura un point. Je reviendrai vers vous juste après. On aura un sujet sur les puissances, etc. Okay, et on va faire un tour de table uniquement sur ce sujet juste après. Côté métropole de Nice Côte d'Azur, vous avez mis en place il y a un moment maintenant un service d'offre en autopartage 100% électrique. Pourquoi ce choix si tôt finalement par rapport au paysage des autres collectivités, et comment avez-vous réussi à avoir un modèle économique pérenne, parce qu'on sait que l'électrique peut poser des problèmes de ce côté-là? Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous, et merci également pour l'invitation. Alors c'est vrai que vous allez peut-être l'entendre encore une nouvelle fois, mais on était aussi dans les précurseurs sur l'autopartage avec un service un peu particulier qui s'appelait le service Auto Bleu, donc dès 2011 sur le territoire de la métropole, avec un service qui couplait deux prestations, une prestation d'autopartage en véhicule électrique avec des bornes affectées sur une station, et sur la même station, d'autres bornes qui étaient réservées pour le rechargement privatif. C'est vrai qu'on a démarré très tôt avec une ambition forte dès le départ d'amener beaucoup de véhicules. Donc il y avait 70 stations, 210 véhicules en autopartage, dont des Peugeot Ion de l'époque. Avec une flotte qui a évolué. Dans le cadre d'une délégation de service public, donc avec un risque pour le délégataire, un risque porté aussi par la métropole, un coût financier porté aussi par la métropole. Et le succès n'a pas été vraiment au rendez-vous dès le départ, même dans la continuité de cette délégation de service public qui était donnée pour 12 années. Et nous avons donc fait évoluer un petit peu ce service qui tournait au départ donc, avec beaucoup donc, de véhicules en boucle, avec un service en boucle, avec quelques véhicules en trace directe, et on l'a fait évoluer à la fois sur ce type de service en proposant du free floating pour dynamiser un petit peu plus l'offre de service qui correspondait aussi à l'époque à un besoin, et nous avons modifié aussi les grilles tarifaires pour essayer de rentrer un petit peu plus de recettes dans cette DSP, puisqu'initialement la recharge privative par exemple était gratuite. Donc on l'a passé en payante en 2016-2017. Et puis, voyant que tous les efforts que faisaient le délégataire et la métropole pour essayer de capter un peu plus de personnes et faire tourner ce service, on a aussi réduit le parc de véhicules.
Et finalement, d'un commun accord, on a décidé donc de mettre fin à cette délégation de service public par anticipation donc en 2018, puisqu'elle devait durer jusqu'en 2023. Et on a fait un peu un revirement de situation, en voyant aussi que le modèle économique, notamment sur l'autopartage, commençait aussi à se développer dans la sphère privée. Et donc, on a décidé de mettre en 2018 en place un label d'autopartage, donc qui est du coup sur le site de la métropole et qui est disponible pour les opérateurs qui souhaitent déposer un dossier. Donc, depuis 2019, on a Renault qui s'est positionné donc avec le service Mobilize, avec 60 véhicules. Des véhicules uniquement électriques, ça c'était vraiment la condition du label. Et en 2021, donc GetAround est arrivé avec 2 véhicules, des 208 électriques, et qui, depuis la fin de l'année dernière, a ajouté donc 4 nouveaux véhicules. Donc on a 2 opérateurs qui prennent le risque commercialement, effectivement, parce que là, pour le coup, la métropole n'abonde pas du tout financièrement sur ce type de prestations. Donc ils prennent le risque commercial. Je pense qu'effectivement, les premières années doivent être un peu difficiles. Voyant que les 2 opérateurs sont toujours en place au sein de la métropole, la clientèle est aussi là. Le service progresse d'année en année, donc ça c'est vraiment un bon point. Et puis sur la partie borne de recharge, donc là c'est la métropole qui a repris en main, au travers d'un marché public, le déploiement d'un réseau de bornes, donc qui s'appelle Réseau de bornes Prise de Nice. Sur donc les 51 communes de la métropole, oui, on a un service, une direction de la communication qui est très imaginative. Donc on a déployé effectivement un réseau de bornes, on en reparlera peut-être juste après. Voilà, donc on a vraiment fait cette mutation-là. L'idée, c'était vraiment qu'on puisse conserver vraiment ces 2 services sur le territoire de la métropole. Voilà, en accompagnant et de manière complémentaire avec les autres offres de mobilité. Vous inaugurez pas les nouvelles bornes avec Jean Dujardin chez vous? Non, malheureusement, on l'a pas fait. Justement, vous parliez d'infrastructures de recharge. On va faire un focus spécifique là-dessus. Avec vous, Quentin Fournier, vous disiez 123 000 bornes en France. Damien Adam a un peu précisé les spécificités du réseau français. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ce sujet? Et aussi, vous portez-vous à vers des programmes spécifiques pour aider au déploiement de bornes de recharge? Je vous laisserai nous l'expliquer. Donc effectivement, vous l'avez rappelé, on publie tous les mois un baromètre des infrastructures de recharge ouvertes au public. Ce qu'on constate, c'est qu'on a un vrai développement de la recharge rapide et ultra rapide. Aujourd'hui, ça constitue près de 16% des points de recharge ouverts au public. Sur la seule année 2023, la puissance moyenne des points de recharge qui a été déployée était de 65 kW contre 28 sur l'ensemble des années précédentes. Donc on a vraiment une explosion de la recharge rapide et ultra rapide. Et c'est important de le dire parce que ça permet d'envisager des longs trajets et donc de lever le frein de l'autonomie qui est le frein principal au passage à la mobilité électrique. Donc on a un maillage territorial qui se densifie, qui est la résultante à la fois d'un cadre législatif et réglementaire, mais également de l'investissement de l'ensemble des acteurs, qu'ils soient publics et privés. Et donc pour accompagner également ce déploiement, donc l'Aver France pilote depuis 2016 le programme de certificat d'économie d'énergie Advenir, qui finance l'installation de points de recharge. C'est un programme qui a beaucoup évolué avec plein de primes différentes, mais aujourd'hui il y a 3 cibles principales. La cible copropriété, la cible des poids lourds et également la voirie. Même si je dois quand même préciser que ces primes, elles sont éligibles seulement pour des points de recharge ouverts au public, ce qui n'est pas forcément le cas des points de recharge dédiés à l'autopartage. Néanmoins, il y avait un autre dispositif que je souhaitais aborder, puisqu'aujourd'hui, on n'a plus beaucoup des dispositifs de soutien à la recharge. C'est la TIRUERT, donc c'est la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports. C'est un dispositif qui permet de valoriser la part d'électricité d'origine renouvelable qui est utilisée pour la recharge des véhicules.
donc soit en fait en se basant sur le mix électrique sur le réseau, ou alors en faisant de l'autoconsommation avec des sources d'énergie renouvelables. Et en fait, donc ça prend la forme de certificats qui sont cédés à des obligés, donc en l'occurrence des pétroliers, en échange de crédits supplémentaires. Donc ça permet aux aménageurs de dégager des fonds supplémentaires, et ça permet finalement en partie au moins de compenser les coûts d'installation et d'entretien des points de recharge. Bon, là aussi, c'est un dispositif qui est uniquement ouvert aux points de recharge ouverts au public. Néanmoins, l'Aver France défend depuis plusieurs années l'extension de ce dispositif à la recharge privée et notamment aux flottes, puisque ça peut être, on considère que ça peut être un puissant outil de verdissement des flottes d'entreprises et éventuellement d'autopartage, évidemment. Et on a également plutôt des échos positifs de l'administration. Donc l'idée, c'est aussi d'avoir un soutien d'un maximum d'acteurs pour porter cette mesure auprès des différents pouvoirs publics et éventuellement avoir le soutien de Monsieur Adam. Et c'est d'autant plus comment dire, un dispositif intéressant qui coûte rien ou presque à l'État, puisque financé par les obligés. Et en ces temps de disette budgétaire, je crois Voilà. que c'est un argument qui fait mouche pour vous. Monsieur Vifredo, à la métropole de Nice-Côte d'Azur, vous avez fait le choix d'une prise en charge totale de l'investissement du réseau de recharge. Il y a de plus en plus d'acteurs privés. On parlait de Rennes tout à l'heure, où, voilà, et Mathilde Dieudonné disait que ce n'est pas forcément la puissance publique de mettre en place des bornes de recharge rapide dans l'espace public. Est-ce que vous allez ouvrir, vous, l'espace public à des opérateurs privés ? Pour l'instant, non. Pour être tout à fait direct, effectivement, dans l'accompagnement de l'électromobilité, de l'autopartage, c'est important que les collectivités soient là aussi pour initier un petit peu cette démarche, cette habitude. Et il y a besoin effectivement des puissances publiques parce que ça représente un investissement important. Donc il y a besoin des puissances publiques pour lancer, je dirais, la machine. Voilà, c'est ce qu'on a fait avec l'autopartage. On a lancé la machine, des opérateurs privés peuvent se positionner, donc après on laisse la main effectivement aux professionnels privés. Sur les bornes, alors c'est un petit peu différent. Sur les bornes, ça correspond vraiment à un souhait effectivement d'apporter toutes les conditions, de réunir un peu toutes les conditions pour inciter nos administrés à se convertir à l'électromobilité. Donc le déploiement de bornes de recharge, au même titre que les subventions que l'on pouvait accorder pour justement acheter un vélo, un scooter, une voiture électrique, participe un peu à toute cette politique publique au sein de la métropole de Nice. Et donc on a déployé, donc on a récupéré au départ 140 points de charge ouverts au public issus de la DSP. Aujourd'hui, on en est à 610 ouverts au public. On est parti avec 97% de points de charge qui étaient des charges lentes, à 86% de points de charge qui offrent une puissance supérieure ou égale à 22 kg. Donc voilà, on a vraiment fait une mutation sur le service. Toutes les communes de la métropole sont des services. Ça, c'était le point important, parce que là, l'acteur privé, de toute façon, si on l'invite sur le territoire, il ne va pas aller s'installer sur une commune qui s'appelle par exemple Marie, où il y a 70 habitants. La métropole a installé une borne. Donc en fait, toutes les communes de la métropole sont équipées à minima d'une borne. Ça, c'est le point important. Maîtrise de la politique tarifaire également. Voilà, des mesures très incitatives là-dessus, avec au départ, parce que la grille tarifaire a un peu évolué aussi, mais au départ, on était sur une charge de 2 heures qui était gratuite. Donc ça, c'était très important. La grille tarifaire a été modifiée en février de l'année dernière. On a mis un système d'abonnement. Pour les abonnés, il reste 1 heure de gratuité pour se recharger avant de passer à 2,50 € de l'heure, ce qui n'est quand même pas non plus un tarif très élevé. Voilà, donc c'est un peu ces conditions-là qu'il faut réunir effectivement pour qu'on arrive à faire, je dirais, un changement, à initier un changement de comportement et à réunir les conditions favorables aussi, parce que nos opérateurs, j'en terminerai peut-être là, mais nos opérateurs qui viennent avec des véhicules en autopartage, on leur propose bien sûr des bornes qui leur sont dédiées en voirie, qu'ils peuvent choisir. Voilà, alors c'est sûr qu'on n'en a pas beaucoup, mais en tout cas, d'opérateurs, donc du coup, ils ont le choix, je dirais. Et on leur permet de pouvoir recharger leur véhicule à 2 € par jour, qu'ils la chargent une fois ou 18 fois, peu importe, et une redevance d'occupation du domaine public qui est très, très basse, puisque c'est 50 €
par an et par véhicule. Voilà, c'est un peu les conditions aussi qui font qu'on a des opérateurs qui sont positionnés et qui, pour répondre un petit peu à la question de tout à l'heure, fait que le service se pérennise. Voilà. Merci. Mathilde Dieudonna, de votre côté, est-ce que vous pourriez nous donner quelques chiffres sur les puissances, les coûts d'investissement, comment vous les gérez? Quentin Havert a donné quelques moyennes nationales. Voilà, je pense que c'est bien d'avoir un éclairage concret et local. Oui, alors pour préciser déjà le nombre de points de charge qu'on dédie à l'autopartage électrique, on en dédie 17 aujourd'hui sur un total de 134 points de charge en voirie et en parking relais sur le territoire de la métropole de Grenoble. Et donc 17 points de charge qui correspondent donc devant lesquels sur lesquels peuvent se charger des véhicules Cities électriques sur un total d'un parc de véhicules Cities, donc l'opérateur d'autopartage du territoire, de 300 véhicules. Donc sur la question des coûts et de la puissance. Alors au départ, on a fait le choix en matière de puissance de dédier des points de charge de 7 kW à Cities. Parce que, en discutant donc avec eux, on s'est rendu compte que c'était une puissance qui permettait donc une recharge assez lente du véhicule, mais que c'était suffisant vu la rotation des véhicules électriques dont on constate qu'ils sont quand même moins utilisés que les véhicules thermiques. Pour vous donner une idée, en 2023, sur une borne dédiée à Cities, on a eu une consommation en moyenne de 1200 kWh pour une borne, enfin un point de charge. On peut comparer sur une borne classique grand public, pour un point de charge, on est à 4000 kWh sur l'année 2023, donc ce qui veut dire qu'on est quasiment 4 fois moins de consommation électrique sur une borne dédiée à l'autopartage électrique. Donc effectivement, ça représente un coût pour la collectivité, puisque la borne est moins utilisée que si elle était ouverte complètement au grand public. Néanmoins, donc, concernant la puissance, au départ, on a dédié des bornes de 7 kW à Cities, et puis étant donné qu'on déploie de plus en plus de bornes de recharge et notamment des bornes de 22 kW, quand on installe des bornes à 2 points de charge de 22 kW, on a fait le choix aussi de parfois, quand c'était pertinent, de proposer à Cities de leur dédier un point de charge sur ces 2 points de charge, donc de 22 kW. Du coup, il y a une diversité de puissance proposée des bornes dédiées à Cities aussi, puisqu'on est soit sur du 7 kW, soit sur du 22, mais toujours en courant alternatif. Pour vous donner une idée du coût des bornes, alors c'est une moyenne parce que ça va dépendre je dirais du modèle de borne, du temps, du moment où on l'achète, parce qu'on s'aperçoit même que dans nos marchés, les prix évoluent. Mais en gros, en moyenne, sur une borne en courant alternatif à 7 kW, la borne elle-même, donc une borne à 2 points de charge, elle va coûter 5 000 €. Si on ajoute tous les coûts pour l'aménagement, le raccordement électrique, la mise en place de la signalétique, ramené au point de charge et une fois les aides déduites, on est à 11 000 € pour l'installation, donc tout frais compris, par point de charge. On est à 11 000 €. Sur une borne en courant alternatif et courant continu de 22 kW, là, on est à 16 000 € par point de charge. Donc vous voyez, les ordres de grandeur ne sont pas tout à fait les mêmes et peuvent donc varier largement. Et dernière remarque, on constate qu'il faut justement pour permettre une plus grande utilisation des véhicules Cities électriques, je rejoins ce qui a déjà été dit précédemment, c'est qu'il faut une acculturation des usagers à la mobilité électrique de manière générale, et que c'est en passant par cette acculturation générale sur l'électrique que l'autopartage électrique aura également plus de succès. Alors justement, vous parliez de 16 000 €, c'est quand même un investissement important. Si Cities souhaite avoir davantage de bornes affectées, de fait, ça dégrade un peu le modèle économique parce qu'il faut amortir l'investissement. Comment vous gérez ça? Est-ce que vous allez élargir encore? Est-ce que vous allez plutôt privilégier des véhicules thermiques Cities pour que l'usage augmente avant de passer à l'électrique? Quelle est votre stratégie? Alors,
Là-dessus, la politique d'autopartage électrique de la métropole et du SMAG, donc le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise, est de soutenir l'autopartage, donc notamment l'autopartage électrique, même si effectivement on n'a pas de rentabilité du tout sur ces bornes-là, mais ce n'est pas le cas non plus sur les bornes de recharge en général. De toute façon, sur les bornes de recharge en général, on est à l'équilibre concernant l'exploitation, mais pas du tout concernant l'investissement, on en est loin. Donc effectivement, sur les bornes qu'on dédie à l'autopartage, ça va être encore moins le cas. Mais voilà, c'est une politique assumée de la métropole et du SMAG de soutenir l'autopartage électrique qui est en cohérence avec la politique plus globale de la collectivité en matière de démotorisation, de promotion des alternatives à la voiture individuelle. Donc voilà, effectivement, c'est un service qui a un coût pour la collectivité. Cities, néanmoins, participe au financement de cet investissement en payant alors un prix qui peut paraître modique, puisqu'ils payent 25 € par badge et par mois, sachant qu'ils ont un badge affecté à chaque borne qui leur est dédié. Donc pour vous donner un petit peu des ordres de grandeur, en 2023, on a reçu en recette de Cities 6 300 €. Alors que les bornes dédiées à Cities ont consommé environ 21 000 kWh. Donc ce qui est revenu à 0,30 €, enfin 30 centimes d'euros par kilowattheure qui ont été payés par Cities. Donc, voilà. Merci. On va passer au 4e temps de notre table ronde sur le volet obligations réglementaires. Damien Adam, vous portez une proposition de loi qui modifie l'article 77 de la LOM sur le quota de véhicules zéro émission dans les flottes de plus de 100 véhicules. C'est dit. Est-ce que vous pourriez nous présenter cette proposition de loi ? Oui, alors effectivement, tout le monde connaît par cœur l'article 77. En gros, c'est un article qui met en place des obligations pour les entreprises qui ont des flottes de plus de 100 véhicules en termes de verdissement. Et quand on a décidé de la loi LOM en 2018-2019, on était sur les véhicules très faibles émissions, donc électriques à batterie et hydrogène, et les véhicules faibles émissions, donc intégrant également les hybrides rechargeables. C'était à l'époque où on a voté l'interdiction des véhicules thermiques en France en 2040, et c'était avant que l'Union européenne l'avance à 2035. Et on se rend bien compte aujourd'hui que la trajectoire qui avait été initialement proposée, donc on était à un objectif de 20% en 2024, 40 en 2027 et puis 70 en 2030, ne correspond plus tellement à la trajectoire que les constructeurs ont à l'esprit et à ce que nous devons faire du compte tenu de la planification écologique et des objectifs climatiques que la France a pris avec les accords de Paris notamment. Et donc, je réfléchis depuis plusieurs mois à mettre à jour cette trajectoire en essayant de respecter ce qu'on doit faire en termes de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, et ce qui donne une proposition de loi qui va être étudiée dans le courant du mois d'avril à l'Assemblée nationale pour rehausser ces objectifs. Donc on est sur 3400 entreprises qui ont des flottes de plus de 100 véhicules, et l'idée c'est de les faire atteindre quasiment 100% de leur flotte, donc uniquement sur la part des véhicules qui sont renouvelés. Et l'idée, c'est de donc partir de 15-20% en 2024 et d'arriver jusqu'à 100% en 2030-2032. Les débats parlementaires permettront d'affiner ça de manière très claire. L'idée, c'est aussi de mettre en place des sanctions, parce qu'on avait voté ces obligations dans la loi d'orientation des mobilités, mais sans mettre en place des sanctions. Et donc évidemment, aujourd'hui, on a un taux de respect de cette réglementation qui est autour de 60%, pas tout à fait excellent comme résultat. Et donc, mais c'est pour des raisons très simples. Évidemment, c'est compliqué, surtout qu'il faut obliger les salariés à changer de comportement, et c'est forcément compliqué. Et surtout, ça n'a pas été un objet politique piloté en interne par les entreprises. Parce que comme il n'y avait pas vraiment de contraintes, ça a été regardé pour certains, mais pas pour tout le monde. Et donc, l'idée, c'est vraiment de remettre tout le monde au même niveau en mettant en place un peu cette contrainte. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une trajectoire qui soit la plus ambitieuse d'un côté, mais en même temps réaliste, et qu'on puisse ainsi atteindre nos objectifs. L'idée, c'est, avec cette proposition de loi, selon un rapport qui a été fait par Transport et Environnement, qui est une association environnementale européenne, ça permettrait de libérer 2 millions de véhicules supplémentaires électriques sur 2025 à 2035, et 2 millions de véhicules qui pourraient ainsi être mis dans les mains des ménages les plus modestes, dans la deuxième vie ou troisième vie du véhicule, avec des tarifs beaucoup plus accessibles. Et ça permet également d'économiser à notre pays 57 millions de tonnes d'équivalent CO2 sur la période 2025-2035. Pour vous donner un ordre d'idée, alors ça correspond à 2 ans et demi de consommation du
secteur aéronautique français. Et il faut avoir à l'esprit qu'en 2019, on n'a pas encore les chiffres 2023 et la période 2020-2022 est un peu compliquée en termes de mobilité pour être sûr d'avoir des chiffres pertinents. Mais sur 2019, les émissions de gaz à effet de serre des véhicules légers en France, c'est 66 millions de tonnes. Et donc 57 millions de tonnes sur 10 ans, ça vous fait à peu près un dixième d'économie de CO2 sur cette période. Donc voilà, c'est là-dessus qu'on travaille. Il y a évidemment des enjeux qui sont très forts et qui sont connexes. Donc le sujet des infrastructures de recharge, il est évidemment majeur. Il n'est pas dans ma proposition de loi, parce que c'est plutôt du domaine réglementaire, mais c'est majeur. Et ce qui permet de répondre à M. Fournier sur ce qu'il évoquait sur l'accompagnement par le fonds à devenir de la recharge, y compris pour les gestionnaires de flotte et pour les loueurs ou les VTC, les taxis et l'autopartage. C'est un sujet qui est majeur, que moi je pousse aussi, sur lequel j'attends que l'exécutif s'engage, parce qu'on a un vrai sujet, notamment sur les pôles d'échange multimodaux. On n'a pas forcément les infrastructures qui sont en adéquation avec les besoins. Quand vous êtes un loueur de courte durée, vous récupérez le véhicule à 11 heures, il doit être reloué à 14 heures. Donc il faut absolument que vous ayez à proximité une borne de recharge qui est vraiment à votre main et qui fasse de la recharge très rapide. Et ce qui me permet aussi de répondre à vous, Madame Tudela. L'idée, c'est vraiment que, pour moi, les AOM doivent réfléchir sur leur territoire au maillage de bornes, mais effectivement, ce n'est pas forcément la puissance publique locale d'investir en elle-même, mais il faut s'assurer que si elle ne le fait pas, qu'il y a des acteurs privés qui viennent en se mettant d'accord sur du foncier, etc. Mais c'est vraiment fondamental, si on veut développer l'autopartage, de le faire. Sur les conditions de succès de l'autopartage et de l'électrification, pour moi, il y a un élément majeur que personne n'a cité encore, mais qui me paraît intéressant, notamment quand on est dans une logique de boucle, où le véhicule revient à une station, si on peut appeler ça comme ça, c'est de pouvoir faire de la recharge par induction. C'est des choses qui sont assez facilement réalisables en mettant un petit élément supplémentaire sur le véhicule et puis sur la place quand la place est dédiée et qui permet au véhicule de revenir à 20%. Et puis après, personne ne s'occupe de brancher le véhicule, ça se fait naturellement et il peut revenir à 100%. Comme ça, le prochain utilisateur, il est sûr que le véhicule, il aura été remis. Après, il y a tout le sujet sur les petites cartes de recharge sur lesquelles, effectivement, il faut qu'on continue d'avancer pour qu'il y ait l'interopérabilité, pour qu'il y ait la transparence du prix, éventuellement qu'on ait aussi un paiement via les TPE, le paiement par carte bleue, mais ça, c'est des choses qui sont en train d'être prises au niveau européen. Voilà, pour vous donner tous les éléments sur ma proposition de loi et les éléments connexes qui sont évidemment très importants si on veut développer les usages du véhicule électrique sur l'autopartage. Depuis ce matin, beaucoup de personnes ont souligné la difficulté d'arriver sur des réseaux 100% électriques en autopartage, le fait qu'il n'y ait pas forcément de bornes, qu'il y ait des freins à l'usage. Est-ce que si votre PPL passe, votre proposition de loi est adoptée à l'Assemblée, ça ne va pas encore contraindre davantage l'autopartage, limiter finalement l'essor de cet usage à l'échelle nationale? Et certains acteurs de l'autopartage réclament un régime dérogatoire finalement dans le cadre de cet nouvel article modifié 77. Alors, ce qu'il faut avoir à l'esprit aujourd'hui, c'est que le véhicule électrique, ça représente entre 1 et 2% du parc automobile français. Qu'on a un objectif d'ici à 2030 de le faire progresser à 15%. Donc, il restera quand même 85% de véhicules non électrifiés. Enfin, en tout cas, non électriques à batterie, parce qu'après, il y a les hybrides rechargeables dans l'eau. Mais je trouve que les hybrides rechargeables sont la très mauvaise solution pour donner envie aux gens d'aller vers l'électrique, parce qu'un véhicule hybride rechargeable, c'est quoi? C'est un véhicule que vous avez besoin de recharger tous les jours pour être sûr d'avoir le trajet en électrique. Et en plus, il charge à 7 kW et du coup, vous mettez 4 heures à chaque fois pour charger votre véhicule. Je trouve que ça ne donne pas du tout envie de passer à l'électrique à batterie, alors même que ça devrait être une transition la plus douce possible. Et comme vous le disiez, on a un sujet, c'est qu'aujourd'hui, quand vous êtes un propriétaire ou un utilisateur classique de véhicules thermiques, vous n'avez pas forcément l'idée de passer à l'électrique parce que la marche à franchir pour connaître dans quel sens on branche le véhicule à la borne, comment on paye la recharge et c'est quoi la consommation en kilowattheure. Enfin, c'est des choses, on ne se rend pas compte quand on vient du thermique qu'il y a quand même quelques évolutions à faire. Personne n'a conscience que quand on a passé le permis de conduire, on nous a appris les particularités du véhicule thermique. On nous a appris à regarder le niveau d'huile. On nous a regardé à entretenir son véhicule. On nous a appris quelle était la consommation, ce qui était normal, ce qui était raisonnable sur autoroute, sur route, et que sur autoroute, ça consommait moins en général que quand on faisait de la ville. Sur l'électrique, c'est complètement l'inverse. Il y a pas mal de particularités comme ça qui doivent s'apprendre, qui doivent s'appréhender, qui prendront du temps.
Et ça, c'est un vrai sujet qu'on a devant nous, c'est qu'effectivement, on doit faire cette transition électrique, mais il ne suffit pas juste de remplacer un véhicule thermique par un véhicule électrique. Il y a un accompagnement du changement qui est très fort. Et c'est pour ça qu'on mise beaucoup sur les flottes d'entreprise, parce que pour le coup, quand on est sur une vraie flotte d'entreprise avec des véhicules de fonction ou de service, il peut y avoir un accompagnement de l'entreprise pour faire cette formation, installer des solutions de recharge à domicile quand c'est possible, et dans le milieu de l'entreprise. Et après, effectivement, il y a tous les autres usages qui sont concernés par cette proposition de loi, donc les loueurs, les taxis, les VTC et l'autopartage. Donc là, c'est effectivement plus compliqué pour ces acteurs-là, parce qu'elles sont en lien avec des acteurs, des clients, qui vont louer les véhicules de manière impromptue, ou en tout cas de manière voilà, par-ci par-là, et qui ne sont pas forcément toujours acculturés aux véhicules électriques. Et ça, c'est important qu'effectivement on puisse mettre un peu tout le monde au même niveau d'information. Comment? Vous me direz, il n'y a pas de solution miraculeuse, ça va passer par plein de petits éléments. Effectivement, le fait d'utiliser un autopartage, un véhicule électrique pour apprendre, en ayant effectivement l'exemple que citait la personne de Keolis, c'était extrêmement intéressant, effectivement, de la première fois d'avoir peut-être une petite formation. Mais comme ça se fait quand, par exemple, les AOM donnent un vélo assistance électrique à un citoyen, il y a cette petite part de formation, ça dure 20-30 minutes, mais il y a peut-être cette petite part d'acculturation. Donc on va devoir faire pareil pour effectivement développer l'utilisation simple des véhicules électriques dans ces usages qui sont aujourd'hui, qui peuvent paraître impressionnants. Quentin Fournier, depuis février 2024, le bonus à l'acquisition de véhicules électriques pour les entreprises a disparu. D'un autre côté, on parle de durcissement, si je peux le dire comme ça, de l'article 77 de la LOM. Est-ce qu'à la Verve, vous y voyez un peu une contradiction? Sentez-vous libre de répondre. Hein. D'une certaine manière, oui, évidemment, puisqu'on considère que c'est extrêmement important de soutenir l'électrification des entreprises. Bon, je pense que cette décision, elle s'explique à la fois par le succès assez impressionnant du leasing social et également l'impératif de frugalité, de rigueur budgétaire décidé par le gouvernement. Et même si je pense que les entreprises s'attendaient à ce que ce bonus finisse par disparaître à un moment donné, cette décision, elle est quand même extrêmement brutale et elle remet en cause, ou en tout cas elle bouleverse les plans de verdissement des gestionnaires de flotte. Néanmoins, et malgré tout, la Verve France soutient évidemment cette proposition de loi, notamment parce qu'on considère que c'est aussi aux entreprises de montrer l'exemple et de tirer l'électrification. Quand on regarde les immatriculations de véhicules neufs, en 2023, le véhicule électrique, c'est 15% d'immatriculation. Des immatriculations. Le véhicule hybride rechargeable, c'est 7,5%. Sur le marché des entreprises, c'est 11% pour le véhicule électrique et quasiment 10% pour les hybrides rechargeables. Donc on est quand même en deçà et finalement, ce sont les particuliers qui tirent aujourd'hui l'électrification. Donc voilà, on accueille plutôt favorablement cette proposition de loi. Maintenant, est-ce qu'il y a et c'est aussi intéressant parce que les entreprises, elles renouvellent 2 à 3 fois plus vite leur parc de véhicules. Et donc, comme ça a été dit, ça permet de nourrir un marché de l'occasion et donc de démocratiser le véhicule électrique. Vous vouliez répondre? Juste sur le bonus pour les entreprises, rajouter 2 éléments qui sont quand même importants dans l'équation globale. Un, le prix des véhicules électriques moyens baisse, et ça c'est le rapport de l'AVER qui le dit. On est sur une baisse de 3 à 8 000 euros d'une année sur l'autre du montant moyen des véhicules. Et 2, quand on regarde le coût complet pour une entreprise, c'est quand même important. Certes, il y a l'investissement initial, mais il y a également ensuite la consommation de carburant ou d'électricité pour alimenter le véhicule. Le coût complet d'un véhicule électrique, il est grosso modo plus favorable financièrement que le coût complet d'un véhicule thermique, notamment pour les usages des entreprises. Et donc même si effectivement il n'y a plus cet incentive public du bonus pour les entreprises, il y a quand même un intérêt financier pour l'entreprise à investir pour électrifier sa flotte, parce qu'à la fin ça lui coûtera simplement moins cher au quotidien que d'avoir des véhicules thermiques. Et je voudrais quand même mettre en avant le fait que certes il y a ce bonus pour les entreprises qui a été supprimé, mais à la fin, tout ça vient du malus écologique qui permet de financer et le bonus et d'autres politiques publiques d'électrification, notamment le leasing social pour les ménages les plus modestes. Et il y a 50 000 personnes qui sont en train de récupérer un véhicule électrique qui va leur coûter entre 50 et 150 euros par mois, et qui sont vraiment les ménages les plus modestes de notre pays. Donc
Si je dois faire des arbitrages politiques, je préfère aider les ménages les plus modestes qui ont un vrai besoin de s'électrifier pour ensuite payer moins au quotidien le coût de leur mobilité, plutôt que d'aider les entreprises qui, par le coût complet et par la baisse du prix des véhicules, de toute façon, c'est financièrement intéressant pour eux. Même si effectivement, je suis le premier à regretter qu'en termes de calendrier, on n'ait pas fait ça en descendant régulièrement sur 3 ans, moins 1000 euros, et que ça n'ait pas été anticipé. Tout ça s'est fait un peu dans l'urgence du mois de février. Mais voilà, je pense qu'à la fin, si on est rationnel, et les entreprises le sont, c'est quand même intéressant pour elles, malgré l'absence du bonus, d'investir sur les véhicules électriques. Sachant que les entreprises en sortie de crise avaient quand même une trésorerie et un niveau de marge qui était élevé du fait des aides d'État. Oui, alors qui après, avaient ça, été c'est des versées. éléments agrégés Mais globaux. bon. Il faudrait voir Après, il y a une situations dichotomie d'entreprise peut-être à faire par entre les entreprise. grandes et les petites entreprises, évidemment. Jérôme Vifredo, alors vous avez un parc à la métropole de Nice-Côte d'Azur qui dépasse les 100 véhicules. Vous respectez l'article 77 de la LOM ? Je pense largement. Non, oui, effectivement, on a un parc assez important entre la ville, la métropole et CCAS. Il y a 1500 véhicules. Et dès 2011, il y a eu le souhait effectivement de muter un peu ce parc auto thermique vers de l'hybride et vers de l'électrique, et en même temps de le faire muter aussi, parce qu'avec beaucoup de véhicules affectés, et de mettre des véhicules en autopartage pour les agents. Donc ce qui n'a pas été non plus une mince affaire, et aussi un apprentissage, comme nos administrés, à la pratique de véhicules électriques. Donc aujourd'hui, on est 30% du parc est électrique, avec une volonté effectivement dès qu'on sort des véhicules thermiques, de les passer systématiquement en électrique. On garde des véhicules hybrides rechargeables, puisqu'on a aussi des distances un peu longues à faire. Donc l'électrique, c'est bien pour notre territoire. Sur 51 communes, on monte jusqu'à 2500 mètres d'altitude. On peut le faire en véhicule électrique. Maintenant, si on se déplace dans la région sud pour aller jusqu'à Marseille, c'est un petit peu moins simple. Donc là, on privilégie les véhicules hybrides. Donc oui, il y a vraiment un effort de fait là-dessus. Donc on répond à ces obligations réglementaires. Du coup, vous êtes plutôt favorable à la proposition de loi Nous, elle nous va bien. Je pense que oui, il n'y a pas de souci pour y aller. Oui, en plus. Alors peut-être le préciser, c'est intéressant comme point. Oui, les acteurs publics ont des obligations qui ont été aussi mises dans la LOM. Alors là, je le fais de tête, donc je l'ai moins. Mais je crois que c'est 50% des nouvelles acquisitions à partir de 2025 ou 2027 doivent être électrifiées. Donc c'est en intégrant les hybrides rechargeables. Ça, c'est quelque chose que peut-être on va regarder de très près dans l'étude au Parlement de la proposition de loi que j'ai déposée. Et après, je crois que c'est 100% à partir de 2030. Sachant que la Commission européenne, je crois, a sorti hier un rapport sur les émissions réelles des hybrides rechargeables qui sont au même niveau. Alors c'était la semaine dernière. La semaine dernière, et en fait, c'est extrêmement intéressant. Et c'est pour ça que je dis, moi, les hybrides rechargeables, méfiance, parce que ce qui a été observé, c'est que dans les entreprises, justement dans les usages de flotte, donc véhicules de fonction et autres, les entreprises achètent des véhicules hybrides rechargeables et les utilisateurs des véhicules hybrides rechargeables l'utilisent comme du thermique. Sauf qu'un véhicule hybride rechargeable utilisé en tant que thermique, ça consomme plus qu'un 100% thermique. Et donc à la fin, on est sur une moyenne de 9 litres au 100 dans le rapport qui a été étudié, et qui en fait, c'est la remontée des véhicules directement de consommation, parce qu'on a maintenant dans des véritables ordinateurs, donc on a les remontées automatiques de données des véhicules hybrides rechargeables, et donc c'est à partir de ces données-là qu'on a pu regarder. Et donc ce qu'on observe, c'est qu'un particulier qui achète un véhicule hybride rechargeable, il a le comportement le plus parfait possible pour optimiser ses consommations et son pouvoir d'achat. Dans une entreprise, parce que pour une raison simple, c'est que quand vous êtes salarié d'une entreprise, vous avez un véhicule de fonction, on vous donne une carte ESSO Total ou autre, et vous n'avez pas envie de vous embêter particulièrement à vous recharger, parce que vous pouvez aller à la station essence, vous alimenter en 5 minutes. Donc ça, c'est un vrai sujet, et c'est pour ça qu'il est absolument essentiel, si on veut véritablement réduire nos émissions de gaz à effet de serre, que les entreprises s'engagent sur de l'électrique à batterie, et non pas sur l'hybride rechargeable, pour accélérer. Sinon, on recule plutôt qu'on accélère. Peut-être un axe d'amélioration à votre PPL, du coup. Mais ma PPL s'intéresse uniquement aux véhicules à batterie, donc ça couvre le sujet. Il nous reste 5 minutes parce qu'on a commencé un petit peu en retard. On va prendre des questions. Alors, il y avait monsieur. Il y a des... Ok. Il y a... Ouais. Les deux autres ont déjà eu des droits aux questions ce matin.
Bonjour, merci beaucoup. Alexandre Neveu, Orange. On a une flotte de 14 500 véhicules, une flotte de 3 600 véhicules en autopartage. Et ma question va vers Monsieur Adam. Vous avez décidé du jour au lendemain de supprimer le bonus écologique sans aucune concertation avec les entreprises. Vous avez supprimé l'aide pour implanter des bornes électriques pour les entreprises dans les sociétés. J'ai un petit peu de mal à comprendre. On essaye d'électrifier notre parc, de le rendre plus vert, et toutes les aides mises en place sont supprimées. Là, on a commandé 2000 véhicules électriques en 2023. Ces véhicules vont nous être livrés, mais il y a une course contre la montre qui doit se mettre en place pour qu'on les reçoive avant le 15 mai. Et comme ces véhicules sont loués, les loueurs demandent qu'on les reçoive avant le 18 avril. On ne sait pas faire. Donc on a 2000 véhicules qui arrivent et on va perdre potentiellement 2000 fois 3000 euros par véhicule. Comment on peut résoudre ce problème? Alors merci pour votre question. Alors, là, vous parlez à un digne représentant du pouvoir législatif, mais pas du pouvoir exécutif. Et la mesure que vous évoquez émane plutôt du pouvoir exécutif. Donc je suis un peu mou du genou pour vous répondre, si je suis honnête. Après, c'est un beau sujet, effectivement. Le délai des 3 mois peut certainement poser des problèmes pour les personnes qui ont fait les investissements avant qu'il y ait l'annonce du 15 février et qui ne vont pas forcément recevoir le véhicule avant le 15 mai, comme vous le dites. Donc ça, moi, je suis preneur que, je ne sais pas si via... vous allez facilement me trouver sur Internet, mon adresse mail, etc. Mais je suis preneur, effectivement, des éléments pour remonter à Bercy et voir si quelque chose est prévu à ce sujet. Voilà, comme je le disais, moi, c'est pas moi qui ai pris la décision. Si j'avais dû prendre la décision, j'aurais concerté en amont avec les acteurs dès l'automne et j'aurais indiqué une trajectoire sur 3 ans où on réduisait 2000 euros par an. Voilà, mais ce n'est pas ce qui a été fait, parce que tout ça a été fait évidemment dans un contexte budgétaire très contraint avec la baisse des recettes de l'État de 21 milliards d'euros par rapport à ce qui avait été anticipé sur le dernier trimestre 2023. Et donc c'est pour ça qu'il y a les 10 milliards d'économies et les 2 mesures auxquelles vous faites référence, le bonus et le sujet des aides, des appels à projets sur les bornes de recharge sont liés à cela. Donc voilà, moi je n'ai pas vraiment beaucoup d'éléments à vous fournir, si ce n'est que je le ferai remonter à notre très cher gouvernement, et en espérant qu'ils en prennent bonne note et correction. Moi, j'aimerais bien, si vous voulez, dans le cadre de la proposition de loi que je suis en train de travailler, faire en sorte de... Je ne dis pas que ça va être facile, et clairement, vu la marge budgétaire horriblement contrainte, ça me paraît difficile, mais de remettre un petit quelque chose uniquement pour les 3400 entreprises concernées par le périmètre de ma loi. Je trouverais que ce serait assez équilibré, puisqu'on a une contrainte supplémentaire d'avoir quelque chose un peu plus sucré à mettre dans la bouche des entreprises concernées. Mais voilà, c'est ma volonté de parlementaire, je ne suis pas tout seul à décider. Monsieur, et on va prendre une deuxième question juste après aussi, s'il vous plaît. Bonjour, Quentin Lecladori de chez Roule. On a dit en introduction ce matin qu'il n'y aurait pas de transition écologique s'il n'y avait pas une transition sociale. On n'en a pas beaucoup parlé dans la journée de cette transition sociale et de l'accès à la mobilité pour les plus précaires. J'aurais aimé vous entendre un peu sur les solutions qui existaient. On a évoqué rapidement le leasing social, mais il s'adresse quand même à des gens qui sont déjà en emploi, donc qui ne sont pas nécessairement les plus précaires. Chez Roule, on a lancé une plateforme qui s'appelle donnezvotrevoiture.org qui permet de récupérer des véhicules anciens chez les automobilistes français pour les remettre à disposition des publics précaires. Je crois qu'il y a une loi qui passe ce soir aussi à l'Assemblée qui permettrait éventuellement de récupérer les véhicules issus de la prime à la casse pour, au lieu de les détruire, les remettre à disposition des publics précaires. Et voilà. Est-ce que dans vos différentes collectivités, dans les projets en cours, comment vous traitez ce sujet des plus précaires? Merci pour la question. On va prendre une dernière question. Ouais, plutôt de personnes qui n'ont pas encore posé de questions. Allez-y. Bonjour, je suis Thierry Capron de la SNCF, la direction de la mobilité, donc je suis en charge des études et à ce titre-là de la veille. Alors l'avantage, c'est que là, je ne suis pas sûrement un domaine de compétences, donc, mais de veille technologie. Et tout à l'heure, monsieur Damien Adam, vous avez évoqué les problématiques qu'on a sur l'usage des voitures, sur les stations-service, mais aussi sur les projets d'induction. Moi, j'invite tout le monde là ici de prendre quelques minutes, on a tous un ordinateur, un téléphone, pour regarder le système de recharge des véhicules électriques en Chine. Voilà, on prendra peut-être 30 ans d'avance, au lieu de se poser la question de ce qu'on fait de notre argent public aujourd'hui. Prenez le temps, sérieusement, vous allez voir, c'est révolutionnaire. Alors,
va prendre la parole? On peut commencer par la dernière question. L'AVER, peut-être, sur les systèmes de recharge, non? Damien Adam. Oui, je pense que vous faites référence, monsieur, au système de swap de batterie de NIO qui permet de changer sa batterie en quelques minutes dans une station. Donc, effectivement, c'est développé en Chine et ça se développe en Europe. Il commence dans les pays du nord de l'Europe où cette marque est implantée. C'est quelque chose qui avait été testé en France par Renault à l'époque et par Tesla aux États-Unis, qui a été rapidement abandonné en se rendant compte que finalement, la recharge classique, y compris sur une borne de recharge très rapide, ça permettait de répondre en grande partie à la problématique avec des coûts beaucoup moins forts. Parce que ça veut dire que vous avez quand même beaucoup plus de batteries que de véhicules à la fin. Donc c'est là où ça peut poser quelques problématiques. Et surtout, on passe de plus en plus à des véhicules qui ont des infrastructures qu'on appelle 800 volts, qui permettront encore de réduire la vitesse de recharge, de recharger plus rapidement son véhicule. Et maintenant, les meilleurs véhicules sont plutôt autour de 18 minutes sur une recharge de 10 à 80%, voire plus. Et ça va certainement encore augmenter dans le temps. Ça, après, c'est aux acteurs privés de développer des systèmes et c'est à eux de nous montrer que ça peut marcher. Ça pose quand même d'autres difficultés d'avoir ce système de swap de batterie. Mais effectivement, ça existe et ça marche dans les pays qui en ont fait un focus particulier. Peut-être sur le côté social, alors pour Tesla, maintenant, ils collent leur batterie sur les châssis pour des raisons de coût, ce qui empêche le swap. Mais bon, c'est un autre sujet. Peut-être sur le volet social, Mathilde? Alors aujourd'hui, à la métropole de Grenoble, on n'a pas de politique particulière concernant les bornes de recharge à destination des publics précaires. En revanche, aujourd'hui, on est en train de réaliser une étude sur l'évolution de la tarification des bornes de recharge et on réfléchit à la question de mettre en place une tarification sociale ou un abonnement solidaire, même si on n'est pas... on n'est pas certain de le mettre en place, mais c'est quelque chose qu'on prend en compte dans l'étude, étant donné l'évolution des publics qui utilisent les bornes de recharge publiques. Au début du mouvement, au début de l'existence du réseau de bornes de recharge métropolitain, les publics en général qui utilisaient ces bornes étaient plutôt des publics pionniers de l'électromobilité, donc pas forcément les plus défavorisés. Effectivement, avec le déploiement de l'électrique, c'est amené à changer, c'est en train de changer, et c'est un public aussi qu'il faut prendre en compte de ce point de vue-là. Merci, on arrive à la fin de cette table ronde. On rattrape un peu le retard. On a une pause jusqu'à 16h. Je vous invite à applaudir notre panel d'intervenants.